Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir à 3h48 du matin, je voulais faire une petite vidéo parce que j'avais promis de la faire suite à des questions, tout le temps, plutôt une question qui revient très très souvent sur mes blogs, sur mes forums, mes Facebook et mon YouTube. Alors la question que j'entends souvent, c'est si l'homme descend du singe. Alors d'abord, on ne descend pas du singe, on a un ancêtre commun, mais nous étions un primate arboricole qui est descendu des arbres pour arpenter la savane. Effectivement, dans cette savane, il est devenu un homme, bien qu'il y ait de fortes chances que la bipédie ait commencé en forêt bien avant la savane, parce que comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, une bipédie balbutiante en savane risque de poser de graves problèmes parce que la savane est très riche en prédateurs et parcourue de grands prédateurs qui mangent de grands herbivores. Donc la forêt est un milieu beaucoup moins risqué pour les grands singes, moins risqué avec moins de prédateurs. Donc il y a moins de prédateurs en forêt. Donc il y a d'autres risques, si vous voulez, le risque de tomber des arbres, mais en savane, les risques sont très importants avec les prédateurs et la chasse aux petits singes qui seraient bipèdes avec une bipédie balbutiante. Donc les hommes ont réussi cette transition, donc nos ancêtres sont descendus des arbres, ont arpenté la forêt et ensuite sont passés pour des raisons sûrement poussées par ou des changements climatiques ou peut-être tout simplement une trop forte population de singes ou bien de primates concurrents, ils sont sortis de la forêt. On en est encore aux tergiversations sur ce sujet, mais il est évident que nous, les hommes, nous sommes passés en savane, et là, il y a eu cette expansion fabuleuse avec cette bipédie, et cette naissance du langage, et ce développement phénoménal du cerveau qui est devenu notre principal outil pour affronter le monde. Donc nous avons colonisé tout le monde grâce justement à cet ensemble, ce changement physique. Donc nous sommes devenus des hommes, des bipèdes, des singes bipèdes, des primates bipèdes. Donc on n'est plus des singes, comme je dis tout le temps, à partir du moment où le langage avec des notions de temps apparaît, nous ne sommes plus des singes, nous sommes des hommes à l'image de Dieu, capables de dire « je suis » comme Dieu est apparu, comme la façon dont est apparu Dieu sur le mont Sinaï et la façon dont il s'est présenté à Moïse en disant « je suis celui qui est ». Oui, l'homme c'est celui qui a le verbe, qui a la parole, et c'est le primate, le seul primate capable de dire « je suis ». J'étais et je serai, donc il y a des notions de temps. Donc l'homme a conquis la terre. Alors la question qui revient souvent, c'est pourquoi les singes ne sont pas devenus des hommes, pourquoi nos cousins les singes sont restés en forêt et n'ont pas continué à évoluer comme nous. Alors question un peu simple pour les débutants, mais réponse plutôt simple et plutôt logique. Quand la place est prise, elle est prise. Et les hommes ne vont pas la rendre, c'est tout simple. Le premier qui rentre dans un domaine, qui prend ce domaine, qui prend ce nouveau monde, qui est la savane, qui prend une niche écologique. La niche écologique, c'était il y avait la place pour un primate bipède opportuniste, capable de grimper aussi dans les arbres, de marcher des kilomètres, de se nourrir un peu de viande et de charogne et de continuer à manger un peu de fruits, de feuillage quand il le pouvait, de marcher des kilomètres pour aller chercher de la nourriture. Ça c'était une place écologique, une niche écologique à prendre, un espace libre qu'il y avait, qui n'était pas utilisé, et l'homme s'est engouffré dedans, et voilà, il a pris la place. Donc pas de place pour la concurrence, le premier qui rentre, c'est celui qui a gagné. Je fais une analogie un peu avec Coca-Cola, le premier soda aux herbes. C'est le premier soda aux herbes, il a pris toute la place et maintenant il n'y a pratiquement plus de place pour la concurrence. Alors une petite concurrence anecdotique, c'est Pepsi qui a essayé de remplacer Coca ou de d'égaler Coca. Effectivement, elle n'y est pas arrivée, il a tout le temps une place un peu en dessous, même bien en dessous. On a vu Meca-Cola qui est arrivé aussi, on en voit plein qui essayent d'arriver partout, mais jamais ils n'ont la puissance de Coca-Cola qui s'est justement répandu sur toute la terre en prenant cette place qui était vide, la place des sodas aux herbes. Voilà. Donc c'était une place à prendre, la boisson gazeuse aux herbes. Donc l'homme est au règne des primates,
hein, ce que Coca-Cola est au règne des boissons gazeuses, hein, vous comprenez. Donc quand la place est prise, elle est prise et elle n'est plus à prendre. Alors voilà. Alors d'un autre côté aussi, hein, l'homme, ça se passe encore actuellement, l'homme confine les singes dans les forêts, hein, et dans les réserves et dans les eaux. Hein. Il ne les laisse pas s'approcher de ces maisons, parce que c'est gênant. Hein. Un singe qui vient s'approcher près de vos plantations de bananes, on n'apprécie pas. Hein. En plus, ça fait du bruit, ça peut être dangereux, agressif. Donc en général, quand ils s'approchent trop près, on les tire au fusil, puis on fait de la viande de brousse, hein, comme on dit des fois en Afrique. Hein. On les mange, les singes. Hein. Oui, on ne laisse pas de place à la concurrence. Hein. Et c'est tout simplement le règne du plus fort, si vous voulez. C'est encore la sélection naturelle. Donc voilà, donc les singes, les grands gorilles sont confinés en forêt. Hein. On les étudie, on aime bien les laisser par là, hein, nos gorilles des forêts. Donc on les regarde, hein. On paye des gens pour éviter qu'ils soient trop braconnés, hein. Mais ceci dit, ils ne peuvent pas trop s'éloigner parce qu'un gorille quand même c'est costaud. Et ça peut poser des problèmes si on les rencontre, donc on ne les veut pas trop près des hommes parce que c'est quand même un peu territorial et agressif. Donc on va s'arranger s'il s'approche trop près, hein, si on est un villageois, pour le tirer. Hein, et après, pour le manger, le dégager et éventuellement vendre à des touristes comme à l'époque des mains en cendrier. C'est ça les humains. Hein, donc voilà, on fait des mains de gorille, on en fait des cendriers. Parce qu'ils s'approchent trop près. Donc voilà, pareil pour les chimpanzés, c'est très sympa dans les eaux, mais on va éviter qu'ils s'approchent trop près, ça fait du bruit, ça peut bouffer les réserves, ça peut bouffer les bananes, des plantations, donc on les veut un peu plus loin. Hein. Alors il y a évidemment des réserves pour les protéger, hein, mais quand la place est prise, elle est prise, et on ne va pas se laisser emmerder. Je rigole parce que je parle comme ça, hein, mais la vérité, c'est ça. Hein. Voilà pourquoi les hommes, alors ça s'est passé il y a très très longtemps, hein, voilà pourquoi les hommes ont pris la place et les singes n'ont pas réussi à la prendre, parce que la place était déjà prise par un autre primate, hein, qui a réussi à prendre une niche écologique qui était vacante, et c'est le premier qui rentre, hein, il se répand, et il se répand dans cette niche écologique, il croît et il se multiplie d'une façon impressionnante, parce qu'il a trouvé une nouvelle niche. Alors évidemment, quand il rentre dans cette niche, la sélection naturelle se fait dans un autre sens que celle qui était en forêt. On voit un développement différent, développement de la bipédie, différence de perception du monde, développement du cerveau et libération des bras de la locomotion, ce qui permet d'utiliser les bras pour d'autres choses que se déplacer. Hein, on peut utiliser à ce moment-là, comme on les voit pour le langage, hein, en indiquant les directions, comme je l'ai expliqué toujours, hein, en montrant, en pointant. Hein, donc c'est des précurseurs du langage temporel, hein, les mouvements des bras, hein, qui ensuite permettent, grâce à ces mouvements des bras, de mettre des sons sur des mouvements et ensuite de garder les sons, se retrouver avec des notions de temps dans le langage. Donc ça fait un être supérieur, on va dire supérieur niveau conscience, car l'homme est capable de se projeter dans l'avenir et de se remémorer le passé, ce qui lui permet de refaire des connexions synaptiques, d'avoir une mémoire qui se développe, parce qu'à ce moment elle est utile, elle est beaucoup plus utile parce qu'il y a des notions de temps, et en plus il y a des mots compressés, des notions sensorielles, des notions compressées en mots, ce qui permet de penser beaucoup plus rapidement. Donc ça fait l'homme, en plus les mains libérées permettent de jeter, hein, ça fait un être assez dangereux pour les prédateurs, capable de se défendre au début en jetant des pierres, et après de lancer et de taper avec des bâtons, et puis après quand il a fini de grimper aux arbres, il a plus ses mains en crochet, et qu'est-ce qui se passe? Il peut lancer avec précision, hein, des pierres et après des bouts de bois qu'il a taillés un peu, et donc ça fait des pieux, donc ça devient un terrible prédateur, hein. Et cette façon de pouvoir être un terrible prédateur lui permet encore d'augmenter ses capacités caloriques, ses capacités de chasse, et de pouvoir encore croître et se multiplier sur la terre en ayant accès à plein de calories qu'il a par la chasse, par la cueillette, et ensuite grâce au feu de pouvoir manger n'importe quoi, hein, n'importe quoi j'exagère, mais bien plus de choses. Donc on a pris toute la place. Donc les singes sont restés en forêt. Alors eux, est-ce qu'ils ont continué à évoluer? Oui, ils ont continué à évoluer, mais d'une façon beaucoup moindre. Pourquoi? Parce que la forêt étant leur milieu
initial, un milieu qui a peu changé, nos amis les singes, ils n'ont pas eu sélection des mutations, de beaucoup de mutations, parce qu'ils sont déjà habitués à la forêt. Donc il y a des mutations cycliques dans les espèces, chez les individus, chez tous les individus, au sein des espèces. Mais si le milieu ne change pas, il n'y aura pas de sélection des nouvelles mutations qui sont arrivées au sein de l'espèce, et on restera avec tout le temps la même sélection des anciennes mutations qui étaient parfaitement appropriées au milieu. Donc c'est pour ça que les singes n'évoluent pas trop. Alors ils ont quand même évolué, il y a eu un changement quand même de leur morphologie, mais beaucoup moins importante et beaucoup moins visible que l'homme, qui lui est passé dans un milieu radicalement différent, donc nos ancêtres bipèdes, et qui donc a eu des contraintes bien différentes des contraintes de la forêt, qui ont fait que qui ont fait qu'il y a eu une sélection complètement différente sur les mutations aléatoires, et aussi les mutations, on va dire les pressions du milieu qui accélèrent les mutations. Il faut savoir que quand un individu change de milieu, le stress, en général, accélère à ce moment-là, accélère la vitesse de mutation. Des individus, en général, les mutations sont toujours mauvaises, mais heureusement, il y en a quelques-unes qui s'avèrent bonnes quand le milieu change, parce que 99% des mutations sont mauvaises pour l'individu, sauf que une mutation qui sera bonne permettra de sauver toute l'espèce quand elle se trouvera confrontée à un changement de milieu. C'est ce qui est arrivé aux hommes. Donc l'individu qui avait la bonne mutation pour mieux marcher, avec peut-être un bassin plus vers l'arrière, vous voyez, des choses comme ça, ou des fléchisseurs des doigts plus souples, ou un peu plus de cellules, une croissance un peu plus rapide des cellules du lobe frontal, permettant de meilleures réflexions, de projection de projection dans le futur, de pensée future, comme on appelle ça, de pouvoir se projeter dans le futur, d'avoir une meilleure mémoire, une meilleure programmation des événements futurs avec un peu plus de cellules dans le lobe frontal. Ceux qui avaient un peu plus de cellules par une mutation, ceux-là étaient sélectionnés, et au bout d'un moment, il y en a eu qu'on avait de plus en plus à part de sélection, parce que c'était important d'avoir plus de mémoire pour affronter ce monde. Le cerveau est devenu l'arme numéro 1 des hommes pour survivre. Après, ça fait un individu bipède avec une grosse tête, surtout pas une grosse tête au niveau facial, un gros cerveau et un rétrécissement du massif facial, parce qu'on n'avait plus la tête en avant et on n'avait plus affronté le monde par la tête, puisqu'on n'était plus quadrupède. On mettait ses bras en avant, et au lieu de mettre sa tête en avant, comme j'ai expliqué dans les vidéos. Donc rétrécissement des dents, disparition des dents, des canines importantes pour se défendre contre un prédateur qui vient quand vous avez la tête en avant. Donc là, disparition, on avait quand même des poings, on pouvait taper avec des bâtons, donc on avait quand même d'autres choses pour se protéger. Donc c'est marrant, donc changement complètement d'orientation dans la sélection des mutations, alors que les singes, eux, ils n'ont pas beaucoup changé depuis plusieurs millions d'années. Ils ont quand même évolué, ce ne sont pas les mêmes qu'il y a quelques millions d'années, mais on peut dire que grosso modo, leur structure physique est à peu près la même. Alors, certains chercheurs comme Pic disent que les chimpanzés étaient peut-être bipèdes et sont redevenus quadrupèdes. C'est possible, mais ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr du tout, vu la forme du bassin des chimpanzés. Donc il n'y a pas beaucoup de chances qu'ils aient été bipèdes, parce qu'on aurait vu avec la bipédie un changement radical dans la forme du bassin. D'accord ? Donc voilà, pour marcher, pour mieux marcher. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire, c'est si les singes n'ont pas continué à évoluer comme les hommes, c'est que la place était prise, c'est tout simplement ça, c'est la vie, c'est la sélection naturelle, ce qui ne veut pas dire quand on croit à l'évolution des espèces, quand on le sait, c'est-à-dire qu'on n'a même pas à le croire, tous les fossiles le prouvent, notre structure prouve que nous étions un ancêtre bipède, si vous voulez, pas bipède, un ancêtre arboricole devenu bipède. Toute notre structure porte encore les marques de notre passé arboricole. Il faut le savoir, nous avons encore dans la plante des pieds des muscles qui permettent
l'opposition du doigt de pied, du gros orteil, pour saisir des branches. Ils sont atrophiés, mais ils existent encore. Nous avons, quand nous regardons la structure de notre épaule, on voit très bien qu'il y a eu une migration de l'omoplate, un changement de structure. Le deltoïde a changé d'angle, est devenu d'un muscle qui était fait, le deltoïde postérieur, pour tirer dans les arbres. On a vu une restructuration du deltoïde qui est repassé plus horizontal pour tirer le bras vers l'arrière plutôt que pour tirer le bras et descendre le bras, tirer le bras de haut en bas à la façon du grimper, pour grimper. Il y a eu une restructuration chez l'homme. On n'a plus que le grand dorsal qui nous permet de grimper, alors que chez les singes, nous avons le deltoïde et le grand dorsal, et le fait de devenir bipède a fait que notre deltoïde a perdu cette fonction. Alors, nous sommes un être bipède, un être arboricole quadrupède, qui s'est restructuré pour redevenir bipède. Et là, on emporte les stigmates, c'est vraiment marrant, surtout quand on étudie l'épaule, quand on étudie le bassin, on voit vraiment un changement radical, mais un changement qui est d'une logique. On n'a pas du tout la structure d'un quadrupède terrestre qui est devenu bipède, absolument pas. On a encore tous les stigmates, tous les vestiges d'une locomotion arboricole. Et c'est ça qui est magnifique, c'est l'évolution. Mais c'est pour ça que je dis tout le temps, l'homme n'aurait pas pu être homme s'il n'était pas monté dans les arbres pour développer ses bras, comme outil de locomotion arboricole, lui permettant d'avoir des grands bras qui faisaient des mouvements de circonduction pour accrocher les branches, et qui, redescendu au sol, lui a permis d'indiquer les directions, et d'utiliser aussi des outils. Donc en indiquant les directions, en utilisant des outils, il avait comme support le cerveau qui, grâce à ses bras, pouvait percevoir des notions de temps très complexes, que les autres, et les transformer en notions de temps verbales. Donc c'est ça l'homme, c'est essentiellement, au commencement était le verbe, mais pour ça il faut grimper dans les arbres. Donc c'est marrant, c'était une petite diversion, donc 17 minutes 48 pour dire quelque chose de simple, mais j'espère que vous avez compris que nos amis les singes sont restés en forêt parce qu'on leur a pas laissé la place, c'est tout. Et que maintenant, nous avons la place, et on la redonnera pas. Et quand tous les gens disent l'homme c'est terminé, il risque de s'anéantir, absolument pas. Qu'il y aurait une énorme météore qui tombe sur la Terre, qu'il y aurait, je sais pas, des épidémies. Le fait que nous sommes disséminés maintenant sur toute la planète, limite fortement les risques de disparition de l'espèce humaine. Et nous allons continuer à évoluer. Et le fait d'être répartis dans tous les milieux, d'avoir conquis tous les milieux, permet, en plus de se mélanger les uns les autres, donc de faire du métissage. Mais alors, il ne faut pas que ça devienne un défi comme voulait le faire Sarkozy, mais le fait qu'il y ait du métissage et que nous sommes sur toute la planète, fait que nous avons une compatibilité génétique, les uns avec les autres, qui se maintient, même des fois si les populations s'isolent. Je dis tout le temps, la race, entre guillemets, il n'y a pas de race, mais l'isolation génétique est bien parce que ça permet de sélectionner des caractéristiques génétiques, de faire de la diversité génétique, et le métissage permet de faire passer ces caractéristiques d'un groupe isolé à un autre. Donc maintenant, le fait que nous sommes disséminés sur toute la Terre limite absolument le fait que notre espèce risque un jour de disparaître, parce qu'il y aurait une grande guerre, une épidémie, tout ce que vous voulez. Il restera tout le temps des hommes sur un continent ou sur un autre, même en petite quantité, qui referont jaillir l'humanité si jamais celle-ci se met à s'effondrer. Donc, je sais pas, des guerres, des épidémies, une météorite, je sais pas,
des cataclysmes volcaniques, hein, j'en passe, et des meilleurs. Mais il y aura tout le temps des hommes, hein, pour le moment, pendant pas mal de milliers d'années. Hein. Voilà, alors après, évidemment, la Terre finira un jour par cesser d'exister, mais pour le moment, on n'en est pas là, et on a conquis toute la Terre. Voilà, et les singes ne viendront pas conquérir notre domaine, hein, la planète des singes, c'est du délire, ça ne viendra pas, mais c'était un joli conte, hein, sur l'humanité, hein, les singes redevenant des hommes. Effectivement, si les hommes venaient à disparaître totalement, il y a de fortes chances qu'un chimpanzé sortant de forêt, hein, se mette à devenir bipède. Ça, c'est quasiment sûr, mais ça ne se passera jamais car la place est prise. Mais il est évident que si nous disparissions d'un seul coup, nous étions désintégrés, tous les humains, il y a de fortes chances que nos amis les chimpanzés, d'ici quelques millions d'années, recréent plutôt une humanité et deviennent des hommes. Hein. L'homme étant celui qui a des notions de temps dans le langage, je le redis encore, à l'image de Dieu, hein, celui qui est capable de dire « je suis hein, »,« je suis celui qui est, j'étais et je serai ». Voilà, c'est ça l'homme. Et si nous disparaissions, il y a de fortes chances que les chimpanzés deviennent des hommes. Mais nous avons pris la place. C'était Frédéric Delavier, 21h32. Rien de vraiment scientifique, mais une explication pour les jeunes et les moins jeunes pour qu'ils comprennent un peu comment fonctionne l'évolution. Salut, c'était Fred Delavier.